quelques instants pour être sûr que tout le monde soit là. Et puis voilà, on commencera. Et je pense... Voilà, mais je pense que vous êtes tous connectés, donc soyez les bienvenus. Moi, c'est Caroline Veit et je vais avoir le plaisir de vous accompagner ce matin. On est ensemble pour 1 heure environ et comme vous le savez, on va avoir le plaisir de découvrir trois travaux qui ont été présentés dans le cadre de cet IRA Award en finance responsable et soutenable. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de cette matinée. Il y aura évidemment chaque fois une présentation de 3 minutes par les porteurs de ces différents mémoires. Ensuite, je donnerai la parole à Luc Van Liedekerk, qui est le président de ce jury en finance. Il y aura ensuite un moment de questions-réponses, donc environ 10 minutes. S'il y a déjà des questions qui vous viennent pendant les présentations, n'hésitez pas, servez-vous du chat et puis je m'occuperai de relayer vos questions, bien évidemment. Et il y aura également à 2 moments le partenaire de cet IRA en finance, qui est le réseau Financité, qui interviendra pour, voilà, ce sera après la première et la troisième présentation, mais on aura l'occasion de revoir tout ça ensemble. Alors, il y a peut-être des petits détails techniques à vous expliquer. Vous voyez dans l'endroit où vous pouvez taper votre message dans le chat, il y a une petite main. Si vous cliquez sur cette main, il y a différentes options qui se présentent à vous, et l'une de ces options, c'est une petite roulette. Cette roulette, utilisez-la si vous avez un petit souci technique. Ça peut arriver, tout a été testé ce matin, en principe ça va bien se dérouler, mais voilà, on ne sait jamais. Donc si vous avez un souci technique, il y a un membre de l'équipe qui viendra vers vous directement en conversation privée pour essayer de régler ça au mieux. Il faut parfois un petit temps aussi pour que les caméras se connectent et donc n'hésitez pas, je pense à Luc Van Liedekerk, que quand la présentation se termine, à déjà connecter votre caméra et votre micro, même si je ne vous ai pas encore donné la parole, parce que sinon, il y a toujours des petits moments de flottement comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je pense que c'est à peu près tout, qu'on a réglé tous les détails techniques. Je vais inviter Isaline, qui est donc la lauréate de ce prix, à se joindre à moi. Isaline, donc n'hésite pas à connecter ta caméra et ton micro. Je sais que tu étais là il y a quelques instants, puisque c'est toi qui vas ouvrir le webinaire de ce matin. Voilà. Bonjour Isaline. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais rappeler le titre de ton mémoire de master en sciences de gestion que tu as défendu à l'école de gestion de l'Université de Liège, qui est intitulé, j'ai pris la traduction en français, oui, se différencier des mécanismes de la finance classique, le défi clé des gestionnaires d'impact. Tu as eu comme promotrice Virginie Auffler, qui est professeure à HEC Liège. Et je vais te laisser nous expliquer tout ça pendant 3 minutes. Je vais disparaître et je reviendrai juste après pour donner la parole à Luc Van Liedekerk. À tout de suite. Oui, à tout de suite, merci. Et bonjour à tous. Donc voilà, je pense que c'est devenu évident que le monde de la finance avait un rôle clé à jouer pour soutenir la transition vers une économie plus soutenable. Et de plus en plus d'investisseurs en sont conscients et veulent que leur capital soutienne des projets avec une plus-value sociale ou environnementale forte. Donc ces investisseurs peuvent par exemple confier leur argent à un fonds dit d'impact investing. Alors comment est-ce que ça fonctionne? Je vous invite à regarder le schéma qui s'affiche à l'écran. Donc comme dans un fonds d'investissement classique, des investisseurs vont confier leur argent à un gestionnaire de fonds et après plusieurs années, à la clôture du fonds, l'investisseur récupère son argent. Et c'est là que dans un fonds classique, il espère que les différents investissements auront permis de faire fructifier son capital. Et donc alors pour récompenser le gestionnaire de fonds qui aura permis de générer un maximum de profit, le mécanisme classique dans le monde de la finance, c'est d'octroyer au gestionnaire un certain pourcentage des gains qui ont été réalisés avec l'argent de l'investisseur, donc une sorte de prime variable en fonction de la performance financière. Et en fait, en réalité, c'est aussi ce mécanisme qui est utilisé dans les fonds à impact. Pourtant, si vous vous souvenez, en impact investing, ce que veut l'investisseur, c'est de voir que son argent a effectivement permis de générer un impact sociétal fort. Et donc, c'est là qu'interviennent mes recherches, car j'ai eu l'occasion de travailler avec un gestionnaire de fonds d'impact qui m'a demandé comment il pourrait envisager un système de rémunération variable qui corresponde mieux aux attentes de leurs investisseurs. Et donc, en fait, j'ai constaté qu'ils n'étaient pas les seuls à s'être posé la question et certains fonds ont même déjà implémenté un système de rémunération lié à leur performance sociétale.
Et donc, j'ai interrogé une vingtaine d'acteurs en impact investing pour comprendre exactement comment instaurer un tel système qui est assez novateur et surtout pour évaluer leur perception de ce mécanisme. Et j'ai pu mettre en avant 3 constats clés que je vais illustrer par un exemple simple. Donc, prenons par exemple un fonds d'investissement dont l'objectif est de soutenir des projets d'économie locale. On peut par exemple imaginer que le gestionnaire de fonds aura sa prime si le fonds permet la création de 50 emplois localement. Et donc le gestionnaire, et là c'est mon premier constat, sera particulièrement attentif à cet objectif de création d'emplois, à cet objectif d'impact, et il sera particulièrement motivé à réaliser. Et le problème, et c'est mon second constat, c'est que mesurer l'impact est quelque chose de très complexe et ça implique notamment de traduire de manière quantitative des éléments parfois plus qualitatifs. Par conséquent, et c'est mon troisième constat, un mécanisme de rémunération qui serait basé sur la performance impact peut avoir des effets pervers. Donc, pour reprendre mon exemple, on peut constater, par exemple, que 200 emplois ont bel et bien été créés, ce qui laisse donc entendre que l'objectif est atteint. Mais s'il s'agit d'emplois précaires, dans des conditions de travail difficiles, alors on peut se demander s'il s'agit réellement de l'objectif qui était recherché. Et donc, pour conclure, mes recherches montrent qu'un mécanisme de rémunération lié à l'impact est intéressant, ne serait-ce que parce qu'il ramène l'impact au cœur des discussions, mais c'est aussi complexe, sa mise en place est complexe et elle nécessite une réflexion à la fois rigoureuse, mais aussi subtile et flexible, puisqu'il s'agit de prendre en compte la notion d'impact qui est beaucoup plus subtile et beaucoup plus vaste que la notion de performance financière, qui est nettement plus univoque et stricte. Donc voilà pour mes recherches et mes 3 constats. Et je suis à l'écoute des questions, réactions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup Isaline. Alors effectivement, on va attendre les questions qui ne vont certainement pas tarder à arriver dans le chat. Mais je vais tout d'abord donner la parole au président de ce jury en Sustainable and Responsible Finance, qui est Luc Van Liedekerk, qui nous a rejoint. Alors Luc, vous êtes, je vous présente en 2 mots, diplômé en sciences économiques, docteur en philosophie. Vous êtes professeur à l'université d'Anvers et à la KU Leuven, où vous êtes responsable du BASF Deloitte Ilia Chair on Sustainability. Et on avait envie d'avoir évidemment votre avis en tant que président du jury sur ce qui vous a particulièrement plu dans le travail d'Isaline. Oui, merci bien et bonjour tout le monde. Donc, je vais être très bref. Donc, disons que l'idée de regarder de plus près la notion d'impact, c'est très important. Donc, il faut compter que maintenant, chez nous en Flandre, la plupart des investissements de fonds sont déjà éthiquement responsables, disons. C'est ce qu'on dit. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est quoi l'impact spécifique de ces fonds? Donc, comment mesurer? Et en fait, ce qu'on a très bien apprécié, c'est ce mémoire a vraiment un potentiel d'application important, je trouve, puisqu'elle a travaillé avec des gens qui le font chaque jour, qui sont rémunérés. Naturellement, avant, toujours, c'était rémunéré de manière financière. Et maintenant, si on veut vraiment faire un pas en avant et prendre l'impact vraiment au sérieux, il faut une autre rémunération. Et naturellement, ce qu'Isaline a très bien montré, que c'est complexe et en même temps, c'est faisable. C'est complexe et faisable et on doit faire des pas en avant. Et là, je trouve que c'est déjà une bonne piste pour faire des pas en avant, pour mieux mesurer et impliquer l'impact social qu'un fonds a dans la rémunération de ce fonds. Merci Luc, merci beaucoup. On vous retrouvera évidemment un petit peu plus tard. Alors on va passer aux questions-réponses et voilà, il y a une question de Thomas Isaline qui nous demande: avez-vous trouvé des amorces de réponses aux défis que vous avez analysés? Oui, alors déjà dans les gestionnaires de fonds que j'ai interrogés, il y en a plusieurs qui ont déjà mis en place ce mécanisme et donc qui ont eux fini par trouver des réponses. Alors ce qui est compliqué, c'est que c'est pas très carré comme réflexion. Finalement, c'est très subtil, comme je l'ai dit, et donc ce sera un peu libre à chacun. Et je pense qu'il faut
des mesures d'impact, il y en a plein qui existent, ça se développe de plus en plus, mais c'est encore à un stade très précoce. Et donc, je pense qu'il y a moyen de s'inspirer de tout ça, et j'amorce un peu une réflexion dans ce sens-là dans mon mémoire, mais de s'inspirer de tous ces outils qui existent et de prendre les bonnes pratiques qui sont propres à un fonds précis, parce que ça va dépendre de la relation qu'ils ont avec leurs investisseurs, ça va dépendre de l'impact qu'ils recherchent. Mais donc voilà, il y a déjà des indicateurs. Je pense qu'il y a moyen d'avoir une réflexion de fond quand on est motivé par l'impact sociétal ou environnemental. Et il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour faire une recette un peu personnelle qui correspond à la thèse du fond, quoi, et à leurs valeurs. Alors, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. Alors, un petit mot peut-être. Bon, on va attendre qu'elle ait... Ah voilà, ici, une seconde question de Thomas Van Kraan qui nous dit: « Avez-vous pu déterminer dans quelle mesure l'inclusion des valeurs d'impact ont eu un effet sur les décisions d'investissement ?» Non, moi j'ai fait une recherche très qualitative, donc c'était plutôt, comme on est à un stade très précoce, finalement comment est-ce qu'on peut faire et quels sont les dangers qui ont été identifiés. Mais donc, ce qui est ressorti, c'est que ça a plusieurs avantages, parce qu'en fait, finalement, le fait d'avoir scellé ces objectifs d'impact, ça fait qu'à chaque fois, c'est des objectifs qui vont revenir dans les discussions et auxquels on va faire particulièrement attention. Mais oui, je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent dans le chat. Mais donc voilà, on est encore au tout début, donc je pense que ça a surtout le mérite de la réflexion et d'engager toutes les parties prenantes autour de cette question et de mettre un réel focus sur l'impact. Oui. Alors, vous avez parlé d'effets pervers possibles. Est-ce lié à l'obligation de mesurer de manière quantitative ou d'autres facteurs? Il y a une illustration que tu pourrais donner, une recommandation pour éviter ces effets pervers? Je pense que pour éviter les effets pervers, la clé, c'est un peu la flexibilité dont je parlais. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme qui va être déterminé, mais c'est difficile, la notion d'impact est trop subtile que pour avoir un mécanisme qui est aussi clair qu'avec la performance financière. Et donc moi, je pense qu'il y a toujours, et c'est ce qui est ressorti de mes interviews, c'est que ce sont des gestionnaires de fonds qui sont très proches des entreprises dans lesquelles ils investissent. Et donc, il y a toujours une discussion de fond et ils ne sont pas coincés, je veux dire, par le système de rémunération qui fait que sinon, effectivement, ils ne se concentreraient que sur les objectifs chiffrés et quantitatifs, et alors ils oublieraient éventuellement des choses qui n'ont pas été déterminées dans le mécanisme de rémunération. Alors, une autre question, et je ne suis pas très familière avec ces abréviations, mais selon vous, si un grand groupe pétrolier investit dans un ESG, garde-t-il son aspect ESG? Alors, peut-être, dis-moi, je suis peut-être la seule à ne pas le savoir, mais ce ESG, oui. C'est quoi? Donc, ESG, ce sont les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Okay. Et donc, c'est le fait de faire attention à tous ces éléments-là. Et pas uniquement à la performance financière. Donc, c'est difficile à dire dans le sens où je pense qu'effectivement, chaque étape est bonne à prendre et un grand groupe pétrolier qui fait des efforts, ce seront déjà des efforts. J'ai juste bien la question. Si un grand groupe pétrolier investit, garde-t-il son aspect ESG, il ne fera jamais un impact positif que pour cette petite fraction de son portefeuille. Donc, bon, quand 95% de son portefeuille, c'est l'extraction intensive, abusive du pétrole, voilà, il aura 5% d'impact positif. Mais je pense qu'on peut décider ce qu'on veut. Maintenant, alors c'est du jugement... c'est aux investisseurs de voir s'ils approuvent cette fraction de ESG ou pas. Merci Isaline. Alors je vois qu'il y a encore une autre question qui peut-être arrive. On va attendre quelques instants. C'est Célestine Dru qui est en train d'écrire sa question.
Peut-être un petit mot, alors le temps que sa question arrive, sur ton expérience justement avec les ERA Awards et le fait de présenter ton travail dans ce cadre-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu en as retenu? Moi, ce que je trouve très très chouette, et finalement c'est pas lié du coup uniquement à mon travail, mais c'est le fait que les ERA Awards récompensent des mémoires axées développement soutenable, mais dans plein de domaines différents. Et donc c'est génial, on a eu l'occasion de découvrir d'autres jeunes intéressés par les mêmes thématiques, mais appliquées dans des domaines hyper différents et hyper complémentaires, parce que je le disais, la finance, c'est nécessaire parce que à partir du moment où on décide que l'argent sera redirigé vers des projets plus soutenables avec un impact plus positif, bah, c'est un des éléments qui permettra de faire la différence, mais il y a toutes les autres dimensions. Et voilà, on a vu des mémoires en architecture, dans plein de domaines, et donc c'est la combinaison de la santé la semaine dernière, et c'est la combinaison de tout ça qui fait que on aura un écosystème plus sympa pour les générations futures. On l'espère. Alors, une dernière question ici, donc de Célestine qui était en train d'écrire. Selon vous, est-ce que Danone sera un jour un groupe labellisé B Corp? Et si oui, est-ce que d'autres grands groupes suivront ce mouvement? Donc le label B Corp, c'est pour les entreprises qui respectent justement ces fameux critères ESG. Maintenant, ils ont défini eux-mêmes toute une série de critères qui sont bien faits, qui, je pense, dans les entreprises qui s'engagent à avancer vers le label B Corp. Alors, est-ce que Danone le sera un jour? Ben, ce serait très chouette, parce que si des grosses entreprises comme ça font vraiment les étapes nécessaires, ce serait un grand pas en avant. Mais c'est vrai qu'ils ont peut-être moins de flexibilité. C'est peut-être plus, ils viennent de plus loin, je dirais, qu'une entreprise qui se crée avec déjà toutes ces valeurs environnementales, sociales et de gouvernance. Mais ce serait chouette. Effectivement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des questions qui arrivent, mais on va peut-être devoir se limiter aussi à un moment donné. Merci, Isaline. Je vais à présent, alors je vois qu'il y a... Voilà, bon, et voilà, exactement, ils arrêtent. On va à présent passer la parole aux partenaires de cette award en finance, à savoir le réseau Financité, qui est une ASBL pluraliste qui vise à promouvoir l'éthique et la solidarité dans les rapports à l'argent afin de contribuer à une société qui soit plus juste et plus humaine. Et c'est une ASBL qui regroupe des citoyens et des organisations qui souhaitent une finance durable. C'est une bonne nouvelle. Et c'est Valérie Paternotte qui est le coordinateur communication et plaidoyer du réseau Financité qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors pourquoi le réseau Financité soutient-il ce prix dans le domaine de la finance soutenable et durable? Alors il y a plusieurs raisons, mais moi j'en vois au moins deux. C'est que d'abord, il faut que la finance responsable et solidaire ait plus de visibilité. Alors chaque année, la situation s'améliore et les dernières années étaient même plutôt positives, puisque en 2018, on a atteint un niveau record en termes de pourcentage de fonds qui se disent responsables. On vient d'en parler. Et puis il y a eu quand même le grand succès de la campagne Newbie, à laquelle la Fondation pour les générations futures d'ailleurs a beaucoup contribué. On compte aujourd'hui 115 produits qui sont labellisés Financité, Fairfin. Donc, on voit que ça bouge beaucoup. Mais bon, il y a encore énormément de travail, à la fois quantitativement, parce que ça reste quand même un marché un peu de niche, et puis qualitativement aussi. Il y a sûrement des gens ici qui ont vu l'émission Investigation qui est passée le 30 avril à la RTB et qui montrait bien que dans ce qu'on disait responsable, il y avait à boire et à manger, disons. Et donc, voilà, c'est la première raison pour laquelle je pense que cet événement est important, déjà pour rendre la thématique plus connue et puis rentrer un peu dans les détails. Puis la deuxième raison, je pense, c'est que les principes sont assez connus, les principes de l'économie sociale ou de la coopération ou de la finance solidaire. Alors, on peut parler de comment affecter les plus-values, comment sont prises les décisions démocratiquement. Comment on mesure justement la plus-value sociétale? C'est un peu le travail d'Isaline. Mais justement, il faut des nouveaux outils de mesure, d'évaluation, de gestion. Et là, pour ça, il faut rentrer dans le détail et il faut voir au niveau des entreprises,
au niveau des politiques, des régulateurs, comment tout ça se traduit concrètement. Et là, je pense que les travaux qu'on va voir présentés aujourd'hui font avancer le schmilblick. Oui, effectivement. Merci Valérie. On vous retrouvera tout à l'heure pour clôturer cette session. On va accueillir à présent Rémi Valpin. Donc Rémi, si tu es là, n'hésite pas à nous rejoindre. Ah voilà. Bonjour Rémi. Alors en 2 mots, je ne t'entends pas. Parle un petit peu dans ton micro. Est-ce qu'on m'entend? Ah voilà, là Voilà. c'est parfait. Alors tu as présenté un mémoire de master en sciences de gestion à la faculté Warroquet d'économie et de gestion de l'université de Mons. Et il s'intitule, et là aussi j'ai pris la traduction française, les rendements des panneaux photovoltaïques, une méthode alternative. Et tu as eu comme promoteur Frank Venmans, qui est chargé de cours et chef du service de microéconomie dans cette faculté Warroquet d'économie et de gestion. Je te propose de nous présenter ton mémoire en 3 minutes environ. Et puis on retrouvera à nouveau Luc Van Liedekerk, le président de ce jury en finance. À tout de suite, Rémi. À tout de suite. Donc, bonjour à tous. Oui, voilà la petite image. Donc, moi, je me suis basé sur le concept qu'une des problématiques liées aux investissements verts était la présence d'une forte incertitude sur les risques liés à leur investissement. Si on prend un cas pratique avec les panneaux solaires en Wallonie, on a un contexte de grande incertitude. On voit qu'il y a une possible application d'une taxe appelée prosumer qui pourrait impacter très fortement la rentabilité. Alors tout investisseur pourrait se poser la question préalable avant d'investir. Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est risqué? Et est-ce qu'il y aura finalement une taxe? Pour répondre à cela, j'ai quantifié l'incertitude via de nombreuses simulations appelées Monte Carlo, donc qui simulent tout un tas de scénarios où par exemple dans un cas on peut avoir une situation où la Belgique est très ensoleillée ou un cas où les prix de l'énergie sont extrêmement bas, par exemple liés à une crise comme le coronavirus. On a un contexte très particulier en Belgique où les prix de l'énergie ont fortement augmenté dans le temps, plus 3% en moyenne chaque année, des prix des installations qui ont fortement diminué de 10% en moyenne par an. Donc une installation moyenne coûte environ 5 500 €. Et l'effet de cette taxe a été valorisé via ce qu'on appelle les options réelles, qui permettent de dire si on investit maintenant ou s'il vaut mieux attendre un peu afin d'éviter ce risque politique et éviter d'échapper à cette taxe, par exemple. Alors, les résultats qui sont sortis de ce modèle qui a fait des milliers et des millions de calculs sont très intéressants, puisqu'on constate que les panneaux solaires sont extrêmement rentables. On a une rentabilité de 12% environ en Wallonie, 13% en Flandre et jusqu'à 30% à Bruxelles. Donc, si on le compare à un investissement boursier, on a seulement 9% en moyenne et le compte épargne 0,11%. Donc, la différence n'est pas négligeable. Au niveau des risques, là aussi, on constate une nette différence. Donc, on a un risque très faible, environ 30 fois inférieur au risque de la bourse. Donc, on a un réel avantage à investir dans ce type de projet, qui plus est écologique de base et qui en plus a la faculté d'accorder un effet protecteur contre la hausse des prix de l'énergie. Donc, cela est également viable pour les faibles revenus, même via endettement, puisque si ceux-ci investissent, ils peuvent réduire une partie des frais fixes de leur budget mensuel qui sont constitués par les frais de l'énergie. Donc, tous ces éléments indiquent réellement que investir dans les énergies renouvelables est une très bonne chose. Et qui plus est, l'effet de cette taxe est également minime sur la rentabilité, de seulement 3% environ par an. Pour que réellement la rentabilité de cet investissement soit remis en question, il faudrait que la taxe soit environ supérieure à 3 fois le niveau actuel. Donc, pour conclure, cet investissement est réellement une option durable permettant de contribuer à une transition énergétique de notre société. Merci bien. Merci Rémi. Je vais essayer de réactiver ma caméra. Voilà. Merci. Voilà qui devrait finir de convaincre ceux qui ne le sont pas encore.
Je vais donner tout de suite la parole à Luc Van Liedekerk, donc président de ce jury en finance. Voilà, Luc, vous êtes parmi nous. Alors, qu'aviez-vous souhaité mettre en avant par rapport au travail de Rémi? Donc, je dois vous prévenir, si jamais vous allez lire le travail de Monsieur Rémi Valpin, donc n'hésitez pas, c'est très mathématique, donc il faut avoir un peu peur, mais c'est comme ça dans le monde des finances. Il y a un aspect très technique dans le monde des finances. Si on a un projet, on calcule ce qu'on appelle le net present value, donc la valeur maintenant de ce projet. Et c'est là que le problème que Rémi a souligné, l'incertitude revient. Et donc, ce qu'il a utilisé, c'est un technique plus complexe, mais plus ouvert envers ces risques, et c'est le real options, ce qui est vraiment la meilleure manière de déborder ça, je dirais. Et là, il a ajouté le problème des inégalités, ce qui est complètement unique, je trouve. Donc, dans le sens que, normalement, real option, c'est vraiment dans le contexte financier toujours, et maintenant, il ajoute un autre risque qui est lié aux inégalités dans notre société. Et en fait, il conclut que là, ça devient très, très rentable d'investir comme ça. Et là, on a jugé que c'était vraiment une démonstration qu'on n'a nulle part trouvée ailleurs, et qui est d'ailleurs très intéressant pour le secteur, pour réaliser qu'il y a des potentiels qu'on ne voit pas maintenant si on applique des notions de risque normal comme net present value. On ne le voit pas. Et c'est dans cette mémoire que s'ouvre la possibilité de vraiment prendre tout ça en compte et de voir l'effet que ça a sur la rentabilité du projet. Et il démontre vraiment très très clair que ça a un effet énorme sur risque et return du projet. Donc, il ne faut pas hésiter. La Wallonie doit investir là-dedans. C'est clair. Pour moi, c'est clair. Merci beaucoup, Luc. On se retrouve un peu plus tard. On va passer aux questions-réponses à présent, Rémi. Est-ce que tu as rencontré finalement des obstacles particuliers à travailler comme ça sur un mémoire à 360 degrés, dont, comme Luc le disait, dans lequel tu as inclus des aspects sociaux? Disons que j'ai essayé de prendre en compte un peu toutes les opportunités qui pouvaient se retrouver avec ce type d'investissement. Donc j'ai demandé dans mon entourage quel était par exemple leur obstacle lié à l'investissement. Donc j'ai souvent entendu dire que ça coûte extrêmement cher, alors que bon, au final, le coût d'investissement a fortement diminué. Au niveau l'aspect écologique, on voit aussi que ça a un impact beaucoup plus faible. Et donc, avec un tour d'horizon d'un peu toutes les parties, j'ai pu conclure que réellement, pour toutes les catégories socio-économiques de notre société, ce type d'investissement était réellement le plus fiable à long terme. Mmh. Alors, on a des questions qui vont arriver, mais quand tu parles d'investissement, c'est des investissements, mais tu parles d'une part au niveau des ménages, mais c'est aussi investir pour ceux qui le veulent, éventuellement, dans des sociétés qui travaillent dans ce domaine-là? Investir directement dans des sociétés de panneaux photovoltaïques est encore assez réduit pour l'instant en Belgique. Peut-être que dans le futur, ça pourrait se développer. Mais réellement, investir dans les énergies renouvelables, mon travail a démontré que c'était réellement une bonne alternative. Donc, investir dans des fonds est également une bonne chose, mais si on peut investir déjà en plus pour sa propre sécurité, je veux dire, énergétique et financière, ça rapporte un élément supplémentaire à Ah oui, l'analyse. c'est ça. Mmh. Alors, question de Frank Venmans qui nous demande quelle est la conclusion pour le gouvernement? Peut-on subsidier moins à condition de donner plus de certitude? Donc, pour le gouvernement, la conclusion serait qu'ils peuvent appliquer la taxe tant que ils donnent de la certitude quant à leurs décisions. Donc, l'incertitude, pour l'instant, laisse un peu les gens dans l'expectation. Est-ce qu'il faut investir maintenant ou pas? Donc, donner une réelle orientation sur leurs décisions permettrait d'engendrer plus d'investissements. Et au niveau de la subsidiation, il est possible de subsidier moins les énergies renouvelables. Donc, l'État pourrait également faire des économies de ce point de vue-là. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Rémi?
Benoît de Rennes est avec nous. Il est en train d'écrire une question. Mais voilà, les questions vont arriver dans un petit instant. Si tu devais retenir un élément en particulier que tu as appris ce mémoire, ce serait quoi? Je veux dire, c'est plus la découverte de tous des aspects différents, les aspects individuels de chacun. Chacun a ses propres objectifs, que ce soit écologiques, financiers ou sociaux, et qu'il est possible, dans certaines configurations, d'obtenir des solutions permettant de répondre à tous ces problèmes et critères spécifiques individuels. Alors, question de Tanguy Van Lokeren. Peut-on développer l'aspect intégration de la question des inégalités du mémoire? Donc, au niveau des inégalités, on a une problématique où les personnes possédant plus d'argent peuvent investir beaucoup plus facilement, par exemple sans endettement. Donc, eux ont d'office, je veux dire, la capacité d'investir dans ce type de technologie. Au niveau des personnes ayant moins de revenus, il est compliqué d'investir, par exemple, une grande somme sans s'endetter. Avec le mémoire, au niveau de l'endettement, il a été démontré que même en s'endettant, on pouvait rembourser facilement les panneaux solaires sans nécessairement devoir débourser plus. Au final, en investissant dans les panneaux solaires, c'est comme si on payait un peu moins d'électricité chaque mois et après la durée du prêt qui est par exemple de 10 ans, on continue à bénéficier des aspects positifs des panneaux photovoltaïques grâce à une sorte d'électricité entre guillemets gratuite. Oui, c'est sûr. Alors, est-ce qu'il y aurait des recommandations politiques à ce sujet? Alors, au niveau des recommandations politiques, ce serait clairement apporter une certitude sur l'application oui ou non de cette taxe et éviter les multiples reports. Je pense que cette taxe a facilement été reportée 5 fois d'affilée sur les 2 à 3 dernières années. Donc, ça serait réellement donner une certitude sur le tarif et l'application de cette taxe. Oui. Alors, Rémi a-t-il déjà envoyé ses conclusions au ministre en charge en Wallonie? Bien sûr, mais également dans les autres régions, vu la technique d'analyse utilisée est valable ailleurs qu'en Wallonie. Alors, pour l'instant non, mais je suis occupé de rédiger un article scientifique sur base de ce mémoire dans le cadre de mon doctorat, et sûrement qu'à la fin de cet article, j'enverrai mes conclusions au gouvernement. On suivra ça de près. Alors, avez-vous tenu compte du fait que les utilisateurs devraient payer l'utilisation du réseau électrique pour l'énergie solaire qu'ils ont créée, mais qu'ils n'ont pas consommée et qu'ils remettent donc sur le réseau? Est-ce que vous avez vu un découragement des investisseurs? À ce point de vue-là, il y a beaucoup de personnes se posent la question de qu'est-ce qui va se passer si on change par exemple de compteur. Ces aspects-là ont été intégrés dans mon analyse, et donc même si on prend en compte cet aspect plus négatif, par exemple d'un compteur double flux, les conclusions restent les mêmes. Ça reste quand même extrêmement rentable, peu risqué et écologique. Ok. Alors, une dernière question peut-être. Les produits privés, bancaires ou publics, prêts par des autorités publiques, permettent-ils de s'endetter pour ce type d'investissement sans trop de problèmes? Alors, je vais dire, d'un côté, on a tout ce qui est entité privée avec les banques qui proposent des prêts à taux avantageux de, je pense, 1 à 2%. Donc, même avec ce niveau d'intérêt-là, c'est possible de s'endetter sans risquer grand-chose sur le plan financier, même quand on a peu de revenus. Au niveau public, on a par exemple en Wallonie, la région wallonne, qui propose des prêts à taux zéro, donc un taux d'intérêt de 0%, sur une période de 10 ans. Donc là aussi, c'est encore plus avantageux. Et au niveau des revenus, c'est extrêmement facile d'accès puisqu'il y a peu de limitations. Alors, tu y as un petit peu répondu. Je vois ici, vu le coût d'investissement tel que celui des panneaux photovoltaïques, est-ce que ce secteur est réservé à une élite de notre société? Concrètement, que peut-on faire quand notre budget d'investissement est restreint? Bon, tu venais de parler de ces emprunts possibles. Ouais. Y a-t-il des recommandations pour tout le secteur locatif où le locataire supporte les coûts d'électricité? Alors, au niveau locatif, c'est un peu plus complexe, évidemment, mais on peut imaginer des situations où le locataire pourrait se mettre d'accord avec le propriétaire de mettre des panneaux photovoltaïques, où le propriétaire supporterait le coût de ces panneaux, mais répercuterait sur les charges du locataire
le remboursement périodique des panneaux solaires, ce qui permettrait tant aux propriétaires de faire un gain via l'amélioration de la note énergétique de l'habitation et pour le locataire de diminuer les frais d'électricité. Effectivement. Alors, je vois qu'il y a une dernière question, mais ce sera... Voilà, merci pour cette proposition, nous dit Tanguy. Merci à toi, Rémi. Merci beaucoup. Et on va passer tout de suite à la troisième primée qui va nous présenter son travail ce matin. C'est Astrid Pierrard. Alors Astrid, si tu es là, n'hésite pas à te connecter. Et pendant que tu nous rejoins, toi, tu as présenté un mémoire de master en sciences de gestion à la Louvain School of Management de l'UC Louvain. Il s'intitule « L'approche en cycle de vie comme amélioration à la prise en compte de la dimension environnementale dans les indices bas carbone, le cas de l'Eurostoxx 50 ». Un titre qu'on va sûrement mieux comprendre à travers tes explications. Alors, chez moi, ta caméra est en train de charger et je peux préciser que ton promoteur pour ce mémoire est Anne Nguyen, qui est chargée de cours à l'UC Louvain. Alors, pour l'instant, je ne vois pas Astrid. Je ne sais pas ce qu'il en est de votre côté. Est-ce que vous m'entendez? Mais Astrid était tout à l'heure parmi nous. C'était même la première à être connectée. Vu et entendu. Est-ce qu'Astrid est parmi nous? Est-ce que vous la voyez peut-être? Est-ce que quelqu'un peut me dire si... Ah voilà, tout le monde la voit apparemment. On la voit et on l'entend. Bon, il n'y a que moi qui ai un problème. Vous m'entendez? Bon. Caroline? Eh bien, dans ce cas, si tout le monde la voit, je vais me déconnecter et je vais laisser Astrid faire sa présentation et j'espère que la connexion va se refaire de mon côté. On se retrouve dans 3 minutes environ. Bonjour à tous pour ceux qui m'entendent et me voient. Un grand merci de m'écouter aujourd'hui. Avant toute chose, il me faut expliquer une notion clé de ce mémoire qui est l'approche en cycle de vie. Donc cette méthodologie de mesure d'impact environnemental prend en compte les émissions de gaz à effet de serre de l'intégralité du périmètre opérationnel des activités d'une entreprise. On dit qu'il y a 3 catégories d'impact. Les émissions de scope 1, dites directes, donc par exemple les émissions liées au bâtiment d'une entreprise, les émissions de scope 2, dites indirectes, donc par exemple l'électricité requise pour faire fonctionner l'usine d'une entreprise, et les émissions de scope 3, qui sont en fait toutes les autres émissions indirectes non comprises dans le scope 2. Donc il y a tout ce qui se passe en amont, par exemple l'extraction des matières premières, et tout ce qui se passe en aval, par exemple la gestion des déchets en fin de vie. Et je suis partie du constat qu'il existe en fait très peu de fournisseurs d'indices bas carbone qui prennent en compte ces émissions de scope 3 dans leurs calculs. Et donc ces indices bas carbone se basent sur un périmètre incomplet d'émissions. Donc je me suis demandé à quel point cette intégration relative des émissions est-elle alignée avec la transition énergétique dans laquelle les fournisseurs d'indices bas carbone disent s'engager? Et surtout, à quel point une intégration de l'ensemble des émissions du cycle de vie des entreprises influencerait la pondération de ces entreprises au sein des indices bas carbone. Donc en d'autres termes, tenir en compte l'entièreté des émissions de gaz à effet de serre d'une entreprise influencerait sa cotation environnementale au sein d'un indice bas carbone. Donc pour répondre à cette question, j'ai répliqué un indice boursier de référence, à savoir l'Eurostoxx 50 de 2010 à 2018, tout en conservant la diversification sectorielle initiale. Donc si vous voulez, je l'ai décarbonisé, et ce selon 2 scénarios distincts. Un premier auquel j'ai appliqué un filtre environnemental standard, donc celui classiquement utilisé par les fournisseurs d'indices bas carbone. Un deuxième scénario avec un périmètre d'émission élargi, donc scope 3 compris. Et je les ai comparés entre eux. Et j'ai pu constater que le fait d'intégrer ces émissions de scope 3, oui, je vois qu'on n'a pas de slide, il n'y en a pas. Donc, le fait d'intégrer ces émissions de scope 3 au calcul a une influence significative sur la pondération des composantes. Donc, a une influence significative sur la cotation environnementale
de ces entreprises au sein des indices bas carbone. Donc on peut se dire que la mission des indices bas carbone, qui est de réduire l'exposition des portefeuilles aux risques relatifs au changement climatique, n'est pas encore atteinte. Et en tenant compte de l'ensemble du cycle de vie d'une entreprise, là, on peut réellement investir en toute connaissance de cause. Également, si une entreprise aimerait éviter d'être sous-pondérée dans ce genre d'indice bas carbone, elle devra alors travailler sur l'impact de l'ensemble de sa chaîne de valeur. Donc, ça encourage à une responsabilité élargie des entreprises et on a du coup ici des pistes d'amélioration intéressantes. Donc voilà, je ne sais pas si... Je suis là. Voilà, mais j'ai évidemment raté les 2 tiers, mais voilà. Merci beaucoup Astrid. J'imagine que tout le monde a été attentif et donc que les questions vont arriver dans le chat. Elles viendront moins de mon côté sans doute parce que voilà, malheureusement, j'ai pas tout suivi. Reste avec nous évidemment. On va accueillir Luc Van Liedekerk, donc président de ce jury en finance. Voilà, Luc. Alors évidemment, on avait envie d'avoir votre retour. Qu'est-ce que le jury a apprécié dans le travail d'Astrid? Mais disons que pour les erreurs d'ordre, il faut compter, et ça compte pour les 3 mémoires. On cherche des mémoires des gens qui ont une attitude plutôt critique en ce qui existe déjà. C'est une attitude qu'on apprécie beaucoup, qu'on essaye de regarder 360 degrés, disons, et qu'on essaye de regarder critique à ce qui existe maintenant. Et là, je trouve que Astrid a fait ça de manière très bonne manière. Donc, il faut compter qu'elle se concentre sur des indices de bas carbone. Ce sont des indices qui vont augmenter dans l'utilisation. Ça va vraiment augmenter avec ce qui se passe dans l'Union européenne aussi. Donc, on va regarder comment tout le monde va l'utiliser. Eh bien, elle dit, est-ce que vous êtes vraiment en train de regarder la bonne cause, hein? Puisqu'elle va regarder le scope 1, 2 et 3 des émissions de carbone. On regarde 1 et 2 et il y a presque personne qui regarde le 3. Et il faut compter que 90% des impacts, 90% des impacts sont en fait dans le 3. Et ça, c'est le plus-value, je dirais. Le plus-value, c'est qu'elle est vraiment capable de prendre le 3, de faire une démarche avec un indice qui existe et de voir comment ça impacte la composition de l'indice. Hein, l'impact ça. Et je trouve que c'est en fait critique en ce qui existe. Elle donne une manière de déblocage. Comment est-ce qu'on peut mettre les choses en avant, un pas en avant? Et on a très apprécié cette possibilité et donc aussi la manière dont ça a été fait de bonne rigueur. Donc je trouve que là encore, on a une mémoire qui est vraiment très pratique et très intéressante. Merci beaucoup Luc, merci pour ces différentes interventions. Alors on va passer à présent aux questions-réponses et je vois que les questions fusent. Alors la première, Astrid, pour quelles raisons ces fonds ne prennent pas en compte le scope 3 ? Celui-ci est-il suffisamment fourni, fiable ? Alors je pense qu'il y a différents éléments à prendre en compte. Déjà, les émissions de scope 3 sont très compliquées à calculer et entre autres parce qu'il y a beaucoup de méthodes en fait. Et du coup, tant qu'il n'y a pas une standardisation des méthodologies de calcul pour ces émissions de scope 3, c'est assez compliqué de les comparer entre elles, d'une entreprise à une autre, puisque il faudrait du coup communiquer sur la manière dont ça a été calculé, justifier la méthode, etc. Et également, pour l'instant, il n'y a pas au niveau juridique, les entreprises ne sont pas tenues de communiquer sur ces émissions de scope 3. Donc, il n'y a pas de, comment dire, les entreprises ne le font pas d'elles-mêmes, entre guillemets. Ce qui change pour les émissions de scope 1 et de scope 2, là les choses avancent, mais bon, pour les émissions de scope 3, pas encore. Donc, également, je reviens au point 1, pour la manière dont on peut calculer ces émissions de scope 3, c'est compliqué également parce qu'on peut avoir des doubles comptages, parce que il y a beaucoup de soucis à ce niveau-là, donc il faudrait une standardisation
des méthodes, des lois sur le reporting des entreprises qui sont un peu beaucoup plus strictes. Et je pense que j'ai répondu à la question. Oui, je pense que j'ai répondu. Oui, et du coup, à la deuxième aussi, quelles sont les raisons qui mènent les entreprises à ne pas inclure le scope 3 dans le reporting? Voilà, je pense qu'on l'a dit. Les émissions scope 3 se trouvent aussi en scope 1 dans des autres entreprises. Comment tenir compte du double comptage? Alors, il y a pas mal de méthodologies qui ont déjà été développées, qui fonctionnent, qui prennent en compte évidemment ce problème du double comptage, puisque c'est un problème qui bien sûr est clé. Et donc, des méthodologies existent, il faut seulement que les entreprises se les approprient, qu'on apprenne à les mettre en place directement. Quels sont les indices que tu conseilles? Les indices boursiers, j'imagine les indices pour... Peut-être demander à Hélène de préciser. Les indices bas carbone. Indices bas carbone, oui. Je vais pas commencer à me positionner sur l'un ou l'autre indice ici, mais en tout cas, ce que je vous conseille, c'est de toujours bien, parce que les indices bas carbone, normalement, doivent toujours expliquer, enfin, les fournisseurs se doivent d'expliquer comment ces indices sont calculés. Donc, avant d'investir, toujours bien regarder la méthodologie qui a été utilisée. Et voilà, et je pense qu'à partir du moment où ce flou, entre guillemets, autour des scopes 3 sera un petit peu mis sur la table, et il y aura aussi penser à de l'engagement actionnarial ou des choses du style. Bon, c'est pas suffisant par rapport à l'urgence de la situation, mais à partir du moment où ces choses vont se débloquer, on peut espérer que d'ici quelques années, quand vous lirez la méthodologie utilisée, les scopes 3 seront pris en compte. Ouais. Alors peut-être un petit peu de détails par rapport à ce scope 3. Quel est le contenu exact? Alors en fait, c'est vraiment quand vous voyez par exemple une chaussure, disons, pour produire la chaussure, il y a toute une chaîne de valeur qui est autour de ce produit. Donc l'entreprise qui vend la chaussure, elle aura disons qu'elle ne fait que la vendre, ou même ne fait que l'assembler. Il y aura son usine pour l'assembler, il y aura les magasins pour les vendre, mais au-dessus de ça, il a fallu extraire le caoutchouc, faire le coton, enfin tout ça. Et puis à la fin, la chaussure, il faut gérer la fin de vie, comment faire pour recycler les différents matériaux, etc. C'est ça la scope 3. C'est vraiment prendre, si on vend une chaussure, chaîne. Voilà, il faut bien se rendre compte qu'il y a des choses qui se passeront en haut, en dessous, et ça n'est pas honnête de dire que c'est pas notre responsabilité, parce que c'est lié à mon périmètre opérationnel. Ouais. Alors est-ce que ces lacunes sur le scope 3 justement sont généralisées pour 100% des systèmes d'évaluation de l'empreinte carbone des fonds d'investissement, ou bien certains systèmes de mesure éventuellement minoritaires sur le marché mais déjà utilisés par certains investisseurs s'en sortent-ils mieux que d'autres? Si ce n'est pas le cas, y a-t-il des travaux en cours par des acteurs significatifs pour développer de tels systèmes de mesure? Alors, il y a bien sûr des acteurs financiers qui sont réceptifs à ce problème, qui essayent de trouver des solutions. Et je vois des travaux en cours par des acteurs significatifs. Je peux citer par exemple l'ANEC, qui est quelque chose mis en place par Sycomore et Cantis, qui les aide sur le point plutôt scientifique. Et ce sont des acteurs qui essayent de justement proposer une standardisation de la méthodologie de calcul. Et donc ça, c'est un bon exemple. Ok, alors je vois qu'il y a encore une ou deux questions. Merci de Tanguy. Alors, est-ce que dans le scope 3 d'une banque se trouvent les émissions des entreprises financées par la banque? Faut-il pénaliser les banques qui prêtent aux entreprises sidérurgiques et du ciment? Alors, c'est une question très intéressante. C'est sûr qu'une banque, théoriquement, il y a les banques, les bâtiments en tant que tels, et bon, ça va pas plus loin, et c'est sûr que c'est facile d'avoir un impact faible dans ces cas-là. Il y a ça fait débat. Est-ce qu'on doit remonter jusqu'aux investissements? Moi, mon avis personnel, c'est que oui. Sinon, pour qu'on soit vraiment constructif et pertinent, oui, il faudrait prendre en compte les investissements de la banque également. Mais ça, je sais que ça porte à débat.
Apparemment, chez Triodos, c'est le cas. Donc, voilà, une entreprise ne peut s'autoproclamer de l'économie circulaire à l'heure actuelle ou y en a-t-il déjà? Il y en a déjà. Par exemple, Triodos est un acteur fondamental là-dedans. Ouais. Mhm. Bon, mais merci. Ça Je pense avance que... petit à petit, il y en a de plus en plus. On est positif. Ah oui, on nous demande. Belfius, New Bank, oui, c'est le Belfus est également pas mal engagé dans tout ce qui est économie circulaire, fonds verts, etc. À voir, j'ai vu, donc on avait cité l'émission une émission de la RTBF, je pense, ouais, investigation, au début de l'enquête. Bon, là, on montre qu'il y a quand même des petites failles. Il faut aller chercher loin pour pouvoir répondre à cette question. Il y a encore du chemin à parcourir, en tout cas. Merci. D'amélioration. Mais voilà, encore plein de travail en perspective. Voilà. Je vois qu'il y a une dernière question peut-être qui est en train d'être rédigée. On va peut-être l'attendre un instant, sauf si elle est vraiment trop longue. Est-ce que tu poursuis justement sur ta lancée actuellement? Est-ce que tu continues à travailler dans ce domaine-là à travers peut-être un doctorat? Enfin, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui des recherches que tu as faites pour ton travail de mémoire? Alors, le lendemain de ma défense de mémoire, je me suis envolée pour l'Amérique du Sud pour un voyage de 7 mois, donc j'ai pas trop travaillé là-dessus. Okay. Mais oui, c'est sûr que travailler sur ces mémoires, j'ai trouvé ça passionnant et j'aimerais clairement m'investir, en tout cas, travailler dans la finance durable. C'est sûr que ce serait quelque chose qui me plairait beaucoup. Oui. D'accord, donc là tu viens de rentrer de ton voyage et ok, donc voilà, l'avenir est encore tout ouvert devant toi. Existe-t-il une plateforme, un label pour les entreprises de l'économie circulaire? Et je vois que juste avant on nous dit carbonaccountingfinancials.com, c'est peut-être la réponse à la question. Je ne sais pas si tu connais ce site. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc voilà, à ta connaissance, une plateforme ou un label pour les entreprises de l'économie circulaire? Je sais que par exemple la NEC voulait que ça soit qu'il y ait écrit NEC quand on utilise cette méthode. Il en existe sûrement, mais en tout cas pas assez connu pour que ce soit quelque chose de consistant et sur lequel on puisse se baser pour que ce soit une crédibilité en soi. D'accord. Alors je vois que Valérie Paternotte du réseau Financité, voilà, il dit label Financité, Fairfin pour la finance solidaire. Ouais. On nous cite aussi transitionpathwayinitiative.org. Ouais. Bon, ben voilà, on sent que, en tout cas, tout le monde est bien informé sur la question. Merci beaucoup, Astrid, pour ta présentation. On arrive à la fin de ce deuxième webinaire et justement, je voyais que Valérie était en train d'écrire. Je vais lui demander de nous rejoindre pour le mot de la fin. Valérie Paternotte du réseau Financité. Voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. Valérie, alors, vous avez envie de souhaiter quoi à nos primés du jour? Justement, mon premier réflexe, il était un peu presque pavlovien, c'était de souhaiter aux primés de pouvoir trouver un job, puisqu'il y a quand même des chances qu'ils en cherchent un maintenant, et dans le secteur de la finance responsable et solidaire. Et apparemment, c'est en tout cas le souhait d'Astrid. Et puis après, je me disais que il fallait sans doute être encore plus ambitieux, et le rêve serait que la finance responsable et solidaire devienne la norme et qu'on ne doive même plus à cet âge-là éventuellement avoir ce dilemme: est-ce que je veux un job qui ait du sens ou plus rémunérateur peut-être, ou il faut. L'idéal, je trouve, ce serait que ça devienne la norme, que tout le monde puisse finalement avoir un job qui ait du sens, ne doivent pas se poser la question. Et puis tant qu'on y est, on pourrait se dire qu'il faudrait qu'ils puissent vivre dans un monde où tous les comportements plus responsables soient faciles, moins coûteux, même socialement valorisés. Et c'est pas toujours le cas aujourd'hui. Il y a beaucoup de règles financières, politiques, économiques, culturelles qui font que aujourd'hui, manger bio en circuit court, c'est parfois plus cher ou souvent plus cher. Prendre le train de nuit, c'est plus cher qu'un avion low cost. Et puis, c'est pas toujours facile d'avoir un compte d'épargne dans une banque durable, éthique, responsable, solidaire, tout ce qu'on veut. Et donc voilà, je leur souhaiterais que... Et leur mémoire contribue à ça d'ailleurs, mais je souhaiterais qu'ils puissent vivre dans un monde où tout cela soit plus valorisé et plus facile.
Merci beaucoup Valérie, merci à vous tous. Je vois que les merci et les bravos affluent sur le chat. Ben voilà, merci. Ben, bravo évidemment à nos 3 primés du jour. Merci à tous ceux qui se sont investis, que ce soit le jury, le partenaire, les promoteurs évidemment. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe de la Fondation pour les générations futures. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera en soirée, c'est jeudi prochain, le 4 juin à 20h pour le ERA IT Engineering. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve avec grand plaisir, j'espère, pour certains d'entre vous en tout cas, la semaine prochaine. Merci beaucoup.